Et maintenant, on va parler d'économie. On va laisser la politique de côté. Si le Premier ministre va demander aujourd'hui un vote de confiance, on va s'interroger sur ce qu'est la confiance en économie. Comment peut-elle revenir? Et puis, bien sûr, on évoquera le budget et la dette avec l'invité de la matinale. Élie Cohen, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur cette antenne. Vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS et professeur à Sciences Po Paris. Élie Cohen, merci d'être avec nous aujourd'hui. Une première question qui préoccupe beaucoup de monde, et notamment les acteurs économiques. Si le gouvernement chute, quelles sont les conséquences immédiates au plan économique ? Cette chute est tellement anticipée que ça fait des mois et des mois que les acteurs économiques se sont calés sur cette perspective. Ça se traduit, ça se voit déjà dans les chiffres, par un ralentissement des investissements, une moindre consommation que ne permettrait le taux d'épargne des ménages. Et donc au total, cette opération coûtera sans doute quelques dixièmes de points de croissance. Élie Cohen, les marchés, vous l'avez dit, enregistrent ces événements à l'avance, mais est-ce que ça va bouger aujourd'hui ? Non, aujourd'hui non. Le phénomène était tellement anticipé qu'il se passera pas grand-chose. Vous savez, les marchés suivent l'évolution politique au jour le jour. Ils sont comme vous et moi. Les marchés, c'est qui ? C'est les grands investisseurs. Ce sont les États qui ont des excédents qu'ils veulent placer. Donc, ils sont accrochés aux informations tous les jours. Ils apprécient les évolutions comparées de pays comparables, comme la France, l'Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, ou placés à un moment des liquidités disponibles. Est-ce que c'est plutôt en France, en Italie ou en Espagne ? Ça se joue à quelques dixièmes de points près, et donc ça se joue en fonction de l'évolution anticipée de l'actualité économique de ces pays. Vous avez écouté l'éditorial de Guillaume Tabar très attentivement. Est-ce que vous avez le sentiment, Élie Cohen, que son bilan, c'est d'avoir sensibilisé les Français à la question de la dette ? Est-ce que vous partagez son constat ? Écoutez, on parle de la dette aux Français depuis très très longtemps. Et je vais vous faire un aveu, j'ai jamais compris pourquoi les Français n'intègrent pas du tout cette donnée. Les Français sont assez indifférents au niveau de la dette. Ils ont l'impression qu'on a toujours vécu avec la dette, qu'on peut continuer à vivre avec de la dette. Je me souviens que lorsque Martine Aubry était à la tête du Parti socialiste, un livre était sorti qui disait, dont le titre était « Vive la dette ». Vive la dette. Donc on en est à écrire des livres pour se féliciter de l'accès des Français à la dette. La dette, c'est qu'un moyen de financer la consommation des Français en renvoyant à plus tard les factures. Et donc les Français trouvent assez confortable de vivre avec un État-providence particulièrement généreux, de voir l'État intervenir chaque fois qu'il y a un petit ralentissement de la croissance pour que surtout la consommation ne déprime pas. Les industriels sont très contents que l'État intervienne en faisant pression sur l'évolution des taux pour que l'investissement ne faiblisse pas. Donc, il y a une espèce de complicité générale pour que la dette continue et pour renvoyer à plus tard le règlement du problème. Et vous entendez même très couramment, mais on ne rembourse jamais la dette, parce que la dette roule toujours. Et c'est vrai que la dette croît d'année en année, et donc on a le sentiment que non seulement on ne la rembourse jamais, mais qu'en plus on s'endette chaque jour davantage sans que ça produise des effets. La dette, on va y revenir, Élie Cohen, mais il y a quand même un paradoxe. Un des pays dont les ménages ont la plus grande propension à épargner, vous êtes en train de me dire qu'ils se fichent éperdument que l'État soit endetté, alors qu'eux-mêmes épargnent énormément. Eh bien oui, parce que quelque part, les Français se disent, un jour ou l'autre, la facture sera présentée. Et comme nous avons un État fiscal remarquablement efficace, ça tout le monde nous reconnaît, une capacité à prélever, une capacité à bien prélever à l'heure dite, une capacité à monter les impôts quand c'est nécessaire, eh ben les gens se disent, oui, un jour il faudra qu'on règle la note. Et donc, il est prudent d'économiser un peu davantage. Et vous remarquerez la concomitance entre l'élévation du taux d'épargne et le fait que la dette continue à monter et que l'État ne se préoccupe pas particulièrement d'accélérer les remboursements de cette dette. Ce qui veut dire que domestiquement, les Français sont très attentifs à l'évolution des finances de l'État, mais que politiquement, finalement, ils ne s'en préoccupent pas. Tout à fait. Si vous voulez, le discours sur l'urgence
l'urgence du règlement de la dette, c'est un discours qui non seulement n'est pas populaire du tout, mais qui est un discours qui ne percute pas du tout dans la tête des Français. Impopulaire, pardon de vous avoir coupé, mais impopulaire le discours sur la dette, mais impopulaire aussi les perspectives d'augmentation des impôts, pas très populaire non plus les intentions d'économie. Quand on parle des économies, les socialistes dans leur programme disent nous on va faire 21 milliards d'économies, Bayrou 41, 44 milliards. Quel est le bon chemin en fait? Mais parce que si vous voulez, fondamentalement, on ne se pose pas la question, la seule question qui vaille, qui est est-ce que notre système sociopolitique est un système viable ? Lorsque l'on sait que les prélèvements obligatoires et les dépenses publiques se baladent maintenant entre 45 et 50% du PIB, est-ce que un État social qui croît régulièrement est un État social qui est soutenable sur le long terme quand on constate à la fois le vieillissement de la population, les demandes sans cesse répétées d'intervention de l'État, le refus d'accepter les adaptations en matière d'assurance chômage. Vous avez vu, on demande maintenant de reporter la prochaine réforme de l'assurance chômage. Donc en fait, la vraie question est celle-là. C'est est-ce que le système de protection sociale que nous avons bâti après-guerre est équipé pour affronter le vieillissement de la population, le durcissement des conditions économiques, la concurrence grandissante, la montée des émergents, etc. Et la réponse est que il est nécessaire de reconsidérer ce système de protection sociale. Pas pour le diminuer, mais peut-être pour asseoir sur d'autres bases le financement de ce système de protection sociale. On entend couramment parler de la TVA sociale. Qu'est-ce que ça veut dire que la TVA sociale? Si ce n'est que il faut peut-être mobiliser le registre de la consommation pour financer la protection sociale et pas seulement le travail. Parce que, à charger considérablement le travail, on affaiblit les bases productives du pays et on affaiblit les bases donc sur lesquelles est assis ce système de protection sociale. Donc, il faut poser cette question de la diversification des sources de financement de la protection sociale. Élie Cohen, le contrat social que nous devons financer, si je vous comprends bien, doit être repensé pour pouvoir le sauvegarder. Et en même temps, on se dit pour entrer ou pour essayer de survivre dans la compétition mondiale, il faut projeter un État, un pays dans l'investissement, dans des grands projets. Alors il y a 2 ans, on parlait de la transition énergétique, c'est terminé, on n'en parle plus. On parlait d'investissement dans ce secteur. Si l'objectif c'est juste la sauvegarde de l'État-providence, on n'est pas sorti de l'auberge, Élie Cohen. Non, mais vous soulevez la question essentielle qui est que oui, on a constitué un formidable endettement. Oui, il est difficile d'y faire face. Mais la vraie question, c'est on a fait quoi avec cet endettement? On a financé avec cet endettement les dépenses courantes. Si on avait investi, comme vous le dites, dans la compétitivité du système productif, dans la transition énergétique, si on avait fait ce qu'on appelle des dépenses d'avenir, on trouverait très bien de s'endetter. Je veux dire, la dette, c'est pas du tout une tare, c'est pas une plaie, la dette. La dette, si ça sert à ce que ça doit faire, c'est-à-dire financer l'avenir, c'est-à-dire si la dette est gagée sur des revenus futurs, alors oui, ça fait un sens de s'endetter. Mais s'endetter pour financer les dépenses courantes, s'endetter pour financer la grippe, s'endetter pour financer les déséquilibres des collectivités locales compte tenu de l'emploi local, non, ça n'a pas beaucoup de sens. Et pourtant, c'est l'exercice auquel on se livre régulièrement. Et vous noterez que tout nouveau président, tout nouvel aspirant à l'exercice du pouvoir commence par dire « Oui, je vais réduire la dette, je vais juguler la dépense publique et je me donne un horizon de 3 ans, 5 ans pour y arriver. » Et vous remarquerez que la première décision que prend chaque chef d'État, c'est de dire « Oui, compte tenu des urgences, je vais différer le règlement de la dette, je vais différer le retour à l'équilibre. » Tant qu'on sera dans cette boucle-là, on n'aura pas formidablement progressé. Élie Cohen, est-ce qu'il y a une politique économique qui pourrait, sinon réconcilier les Français, au moins réconcilier les forces politiques et permettre d'affronter les 2 années qui viennent? Je crois que justement, il faudrait tirer la conséquence de tout ce qu'on vient de dire et dire priorité à l'investissement. Et les domaines dans lesquels investir ne manquent pas.
Ce qui est très frappant, si vous voulez, c'est que la France est un pays qui dépense beaucoup et qui génère une insatisfaction générale sur le fonctionnement des services publics. On n'arrête pas de se plaindre de l'école, avec la dégringolade de la France dans les classements PISA. On n'arrête pas de dire que l'hôpital n'arrive pas à faire face à la surcharge de demandes. On n'arrête pas de dire que il faudrait en faire plus pour satisfaire les demandes urgentes des Français et pour améliorer la qualité générale des services publics. Eh bien, si on veut se livrer à cet exercice-là, il faut une autre discipline que celle que nous pratiquons actuellement en matière de dépenses publiques et de maîtrise des déséquilibres. Élie Cohen, je voudrais votre regard sur le mouvement du 10 septembre, de mercredi. Que représente-t-il pour l'économiste que vous êtes ? Une immense incompréhension. Je veux dire, quel sens y a-t-il à mobiliser partout en France en bloquant le système, comme on aime le faire, alors que 2 jours auparavant, le gouvernement sera tombé et que 2 jours après, sans doute, on aura un nouveau gouvernement. Qu'est-ce que c'est que cette grève qui n'a pas de mot d'ordre, qui n'a pas d'interlocuteur, qui n'a pas de débouché possible compte tenu de ce que je viens de dire sur la conjoncture politique? J'avoue que là, on se livre à un autre de nos exercices favoris, à part la dette, la grève démonstrative. Avec la dette, c'est l'autre pendant de ce qui travaille en profondeur la société française, alors même que, l'agenda politico-social est particulièrement chargé. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons d'immenses chantiers devant nous, la réforme de l'État social, la réforme de l'État-providence, la recherche d'un équilibre financier durable, la réforme des collectivités locales. Jusqu'à quand on va continuer à empiler ces strates, à réunir des comités théodules chaque fois qu'il y a un bout de route qui doit être refait? Il y a un besoin urgent de réforme en France et je suis frappé de constater que les choses ne bougent pas beaucoup. Les ingrédients de la confiance économique, ce sera ma dernière question. Les ingrédients de la confiance économique ont toujours été les mêmes. C'est une prévisibilité de l'action publique, une solidité des institutions publiques, une capacité des autorités politiques à réagir à l'événement. Dans ces contextes-là, ceux qui ont de l'argent à placer se sentent confortables à placer leur argent en France. Bon, ceci étant, la France est quand même, malgré tout ce qu'on vient de dire, l'un des meilleurs risques au niveau mondial. Et chaque fois que l'État lance un emprunt, comme ça a été le cas il y a quelques jours, cet emprunt est 2 fois, 3 fois sursouscrit, ce qui prouve que malgré toutes nos faiblesses passagères, eh bien, notre dette continue à être recherchée. Élie Cohen, merci. Je rappelle que vous êtes professeur à Sciences Po et directeur de recherche au CNRS. À bientôt, Élie Cohen. Merci. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno qui va nous parler d'un tout petit ourson. Et puis Luc Ferry, esprit libre du lundi, qui lui va nous parler de cet écran qui nous coûte des points de croissance. Les écrans de vos téléphones.